Rendez-vous le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon pour le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Au programme, 10 conférences passionnantes, 30 stands et 8 ateliers participatifs autour du bonheur, de la gratitude, de la connaissance de soi et de l'amour. Si vous souhaitez prendre votre place, ne tardez pas, rendez-vous sur le site du congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? À très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, ou bonjour d'ailleurs au moment où vous allez nous écouter ou nous regarder. J'espère que vous allez très bien là où vous vous trouvez. Moi ça va bien, je reviens d'une petite séance d'1 heure de vélo. Ici à Montpellier, ça fait toujours très bon, ça fait du bien, sachant qu'il fait bon, c'est ça plutôt que je voulais dire. C'est une contraction, il fait très très bon encore ici à Montpellier, ça fait vraiment du bien de sortir, s'aérer, de faire du sport. On est toujours en train d'avancer sur le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous qui approche, c'est le 12 et le 13 juillet, c'est dans 2 mois et quelques. C'est au Palais des Congrès à Arcachon. Et ce soir, on va recevoir Christelle Petit-Colin. On va parler notamment de la conférence qu'elle va donner au congrès, mais pas que, on va parler d'émotions, de gérer ses émotions. Même si je suis pas très fan du terme gérer ses émotions, mais on va en parler. Je vais vous montrer d'ailleurs une petite vidéo qu'on a réalisée, j'ai envie de dire un peu comme d'habitude, sur cette première édition du congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? C'était en 2023, on était déjà au Palais des Congrès à Arcachon. Et quel moment magique, comme je le dis souvent, ça fait tellement du bien de se retrouver, j'allais dire un peu entre nous en famille. Donc là, on va être à peu près 700 personnes entre les exposants et les congressistes. Des gens qui viennent des 4 coins de la France et qui partagent quand même, une vision commune de la vie, l'envie de progresser aussi sur leur propre cheminement personnel. Ce sont quand même très souvent des gens sensibles, voire hypersensibles. Bref, de se retrouver avec des personnes qui pensent comme nous, en fait, tout simplement. Ça redonne foi en l'humanité, ça fait vraiment beaucoup de bien, rien que pour ça. Après, bien évidemment, le congrès, c'est 10 conférences, il y a 30 exposants, il y a 8 ateliers aussi pour que vous puissiez vivre des expériences et que ça passe à travers le corps. D'ailleurs, toutes les conférences sont justement participatives. Notre envie, c'est que à travers les conférences, vous puissiez aussi vivre des expériences. Parce que c'est, pour moi en tout cas, c'est le meilleur apprentissage. Donc je vais vous montrer l'énergie de cette première édition. Alors c'est très rapide, ça dure 1 minute, mais ça vous montre un peu à quoi ressemble le congrès. Et puis on se retrouve tout de suite après avec Christelle. À tout de suite. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous ? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon ? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Et oui, les amis, le bonheur, il est juste là. Je vais faire apparaître Christelle tout de suite. Hop là. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, Julien. Bonsoir à tous. Comment vas-tu ? Très, très bien. Très, très bien. Rien que de voir les images du dernier congrès, ça donne vraiment envie et hâte d'être au mois de juillet. Ah trop bien. Tiens, pour introduction, je vais rappeler aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent là ce soir comment on s'est rencontrés, parce qu'en fait, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps. C'était à Aix-les-Bains. On a été invités tous les deux pour donner une conférence sur un congrès qui était organisé par André Roberti autour de l'hypersensibilité.
C'était un moment qui était magique. Enfin, moi, j'ai vraiment kiffé ce moment. On a passé du temps aussi ensemble à l'hôtel, à dîner, au petit déjeuner, tout ça. J'ai vraiment apprécié tous les échanges qu'on a pu avoir tous ensemble, les conférenciers, etc. Et d'être en connexion aussi avec ce public, comme je disais un peu, ce qu'on vit au congrès C'est quoi le bonheur pour vous? Ces gens qui étaient pour le coup quand même la plupart hypersensibles, ça fait du bien d'être entre nous, j'ai envie de dire. Et puis voilà, en amont, je t'avais proposé de participer au congrès C'est quoi le bonheur pour vous, mais on s'était jamais rencontrés. Et donc, on s'est vu à Aix-les-Bains. Je vais te laisser te présenter, Christelle, pour les gens qui te connaissent pas, parce que je pense qu'il y a des gens qui te connaissent pas malgré tout. Et oui, puis, bien sûr. Voilà. On t'écoute. Alors, je voudrais quand même dire qu'on s'est rencontrés en vrai à Aix-les-Bains, mais qu'on se suit quand même sur Facebook depuis un certain temps, et qu'on se like et on se commente mutuellement. Donc, on se connaissait sans se connaître. Et c'était bien de mettre effectivement quelque chose de très concret sur notre rencontre. Alors, me présenter, donc je m'appelle Christelle Petit-Colin, je suis conseillère formatrice en communication et développement personnel, conférencière et écrivain. Je suis l'auteur de 20 livres de développement personnel, dont le best-seller international Je pense trop, et un livre qui s'intitule Émotion mode d'emploi, qui sera la base de ma conférence à Arcachon. Oui, alors c'est bien, comme ça, c'est une bonne transition. Ça nous permet de rentrer dans le vif du sujet de ta conférence. Tu vas parler d'émotions, de comprendre ses émotions, de gérer ses émotions. Et comme je disais en amont, moi, j'ai un peu de mal avec le terme gérer ses émotions, mais j'imagine qu'il est choisi de manière méticuleuse. Pourquoi gérer ses émotions? Alors, c'est un terme assez courant parce que gérer, ça veut dire être capable de manager avec quelque part. Okay. Mais souvent, je comprends pourquoi tu tiques, parce que pour la plupart des gens, quand ils s'imaginent gérer les émotions, ça veut dire les comprimer, les refouler, jamais les ressentir, jamais les montrer, etc. Alors que la gestion des émotions, c'est justement tout l'inverse. C'est sûrement pas de faire semblant de ne pas avoir d'émotions. Mais c'est souvent comme ça que c'est entendu, en fait. Et puis après, c'est vrai que gérer, gestion, ça fait un petit peu comptable. Et en même temps, il n'y a pas tellement d'autres mots, si ce n'est apprivoiser, pactiser avec ses émotions. Je ne sais pas comment on peut le dire autrement. Accompagner? C'est plutôt accueillir. Ou accueillir, accueillir. Gérer ses émotions, c'est avant tout les accueillir. Ça, c'est beau, je trouve. C'est beaucoup plus doux pour moi, en fait. Oui, que le mot gestion des émotions, oui. Ouais, carrément. Et puis alors, c'est une chose qu'on ne nous a pas appris à accueillir, à gérer ses émotions. Moi, je rêve, tu sais, d'une école, justement, où on pourrait nous apprendre notamment ça. Toi, tu es confronté à toutes ces personnes qui viennent te voir, parce que tu consultes, il y a beaucoup de personnes. Oui. En coaching, j'ai beaucoup de monde qui effectivement a des problèmes avec ses émotions. Alors, comment on fait? Oula, alors c'est tout. Comment on fait? Déjà, il faut comprendre que justement, tu parlais d'école, mais les parents aussi, on a mis la pagaille dans nos émotions et on nous a faussé tout le mécanisme. Je l'expliquerai à la conférence. En fait, à la base, quand on vient sur Terre, notre système de gestion des émotions, il est optimal. Ouais. Tout est fluide, tout est naturel, tout vient spontanément. Et ce sont les adultes qui eux-mêmes ont appris à mal gérer leurs émotions, qui enseignent aux enfants à mal gérer les leurs. Et donc, on a des tas de techniques anti-émotions que les parents utilisent. Donc, ça va être le déni. Tu pleures pour rien, par exemple. La menace, si tu pleures, si tu continues à pleurer, tu vas pleurer pour quelque chose. La technique du pansement. Technique du pansement, ne pleure plus, maman va t'acheter une glace. Et puis, donc, on nous apprend qu'il y a des émotions qui sont autorisées, d'autres qui sont interdites, qu'il y a un degré d'expression des émotions qui va bien, mais qu'au-delà, ça suffit. Je peux pleurer un peu, mais au bout d'un moment, faut pas. Voilà. Or, la palette des émotions, elle va du plus sobre au plus important. Par exemple, si on prend la tristesse, elle va du simple blues, petit coup de mou, petit coup de blues, jusqu'à l'énorme chagrin. Mais c'est les adultes qui vont dire non, là, ton chagrin, il est trop fort, tu n'as pas le droit de ressentir un chagrin pareil, tu fais des histoires pour rien, etc. Et donc, comme ça met la pagaille dans nos émotions, après, on se retrouve à exprimer des émotions qui ne sont pas celles qu'on devrait exprimer au moment où il se passe quelque chose.
par exemple, les femmes ont appris à exprimer leur colère avec des pleurs. Parce que la colère chez les femmes, c'est pas très féminin, ça se fait pas de crier. Donc on met comme ça une pagaille. Donc il y a l'aspect sociétal, il y a l'aspect sexiste, où il y a des émotions qui sont pour les femmes, des émotions qui sont pour les hommes. Il y a des familles, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre et toutes les émotions, c'est oulala, surtout pas. Puis il y a des familles très colorées où on a le droit de crier, de pleurer, de rigoler, etc. Donc et arrive ensuite la société derrière pour nous dire c'est comme ça qu'on fait. Et donc quand on en arrive là, eh ben on a une telle pagaille dans nos émotions qu'on a des bouffées d'angoisse et qu'on ne comprend plus ce qui nous arrive. Et clairement, ouais. Voilà. Et donc pourquoi bien gérer ces émotions? C'est pour permettre avant tout à la joie de vivre de recirculer librement dans notre vie. Parce que je pense, et c'est pour ça que je t'ai proposé cette conférence, que la joie de vivre est quand même une des composantes du bonheur. Tellement, oui. Et ce qui veut dire que ça revient un peu à se déconditionner de tout ce qu'on nous a appris en réalité. Exactement. Donc c'est ça que je vais vraiment aborder dans la conférence. Les émotions naturelles, comment elles devraient être, quelle pagaille on nous a mis dans la tête et surtout comment retrouver cette gestion optimale de ces émotions en retrouvant l'aspect le plus authentique et le plus naturel qui soit dans la gestion de nos émotions. C'est magnifique. Tu penses que c'est... j'imagine que... j'ai déjà la réponse dans ma tête, mais tu penses que c'est accessible vraiment à tout le monde? Tout le monde peut se déconditionner et reprendre un peu la gestion vraiment naturelle de ses émotions? Oui. Ah, ok. Ah oui, absolument. Et alors après, on a des outils pour ça aussi. Donc, par exemple, l'hypnose ericksonienne. Qui permet, une fois qu'on a expliqué au conscient, à la partie consciente, raisonnable de nous, comment ça marche, de demander à l'inconscient d'en faire son profit et de remettre tout le système, tout le circuit en marche. Et ça marche incroyablement bien aussi pour la gestion des émotions. Tu sais, quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est un peu comme si on arrivait de manière un peu bancale, dans la vie en tant qu'adulte. Parce que là, on parle des émotions en termes de conditionnement, mais en fait, quand tu regardes bien, on est conditionné dans tellement de choses, dans notre perception de l'autre, je sais pas, de la sexualité, de l'amour, de l'amitié, de ce que c'est, je sais pas, un travail. Enfin, tu vois, tout ce conditionnement-là est énorme. Ouais, j'ai l'image en tête, c'est de quelqu'un qui boite, arrivé adulte. C'est ça, c'est l'éducation, et c'est là où vraiment j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais au niveau scolaire, etc. C'est que l'éducation consiste davantage à abîmer les humains qu'à les aider à s'élancer dans la vie d'une manière générale. Effectivement, on apprend à conditionner les gens, on leur apprend à obéir, on leur apprend vraiment à s'éloigner de leur nature profonde. Ouais. Plus qu'à les aider à exploiter leur potentiel personnel. Et donc, oui, et la gestion des émotions est un des aspects sur lesquels on abîme les humains et qui va donner tous les problèmes, par exemple, d'addiction. Ouais. Tous les problèmes d'addiction, c'est des problèmes liés à une gestion des émotions épouvantable, et l'addiction n'a pas d'autre but que d'apaiser nos angoisses. Bien sûr. Là, quand tu parles d'addiction, j'imagine que le champ est très large. Ça peut être. Oui. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Oui, tous les mécanismes compulsifs et addictifs. Hein. Donc, si je m'achète une petite robe sur Internet à 2h du matin, c'est sûrement pas du shopping raisonné. C'est une compulsion. Oui. Et c'est une compulsion qui a pour but de, effectivement, apaiser mes angoisses, restaurer mon narcissisme, donner l'impression que je pourrais être belle et bien dans mon corps quand j'aurai cette robe. Enfin, c'est tout un mécanisme qui prouve qu'il y a vraiment un problème au niveau de la gestion de l'émotion. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être, j'aimerais bien avoir ton point de vue, il y a peut-être 80% des gens qui n'ont même pas conscience en réalité de tout ça. Ouais, je confirme, pour la plupart des gens, ils vont bien ou ils vont mal, mais dire en quoi ils vont mal, qu'est-ce que c'est cette émotion? Est-ce que c'est de la tristesse, de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la frustration? Ils ne sauraient pas dire, ils sont juste mal. Et effectivement, moi je te rejoins complètement, ça serait aussi un de mes souhaits, c'est qu'on enseigne les émotions aux enfants dès la maternelle. Les enfants petits vivent leurs émotions comme une tempête intérieure incompréhensible.
Et donc, c'est à nous, les adultes, de mettre des mots dessus. Oui, je comprends, tu as eu peur. Oui, je comprends, tu es frustré. Alors, on les frustre beaucoup, les enfants. Hein. Donc, ça, oui, tu es frustré, je comprends. Oui, tu es en colère. Et en fait, c'est là où on nous détraque le plus, c'est qu'on nous donne honte de nos ressentis. C'est vrai. C'est le pire qui puisse nous arriver. Parce qu'à la limite, qu'on me fasse honte parce que j'ai mis une grande claque à un petit gamin dans le bac à sable parce qu'il veut me piquer mon seau, et qu'il faut pas taper, que c'est pas bien, que ça fait mal aux autres, c'est une chose. Mais qu'on me fasse honte d'avoir été en colère en est une autre. Et souvent, c'est là où on se trompe. Les adultes se trompent dans l'éducation des émotions. Ils éduquent à avoir honte et à culpabiliser, de ressentir l'émotion, pas de l'exprimer. Oui, très clairement. Là, il y a une personne qui nous dit, je trouve ça intéressant, attends, je vais mettre le commentaire. J'ai maintenant 64 ans et je suis enfermé dans une foule de limitations qui sont imprégnées. Je sais et comprends, mais enfermé. Est-ce que tu aurais une recommandation pour Daniel ? Alors, c'est là où l'hypnose ericksonienne est intéressante. Enfin, moi, c'est l'hypnose ericksonienne que je pratique, donc il y a d'autres hypnoses certainement, la mienne. Je trouve ça très intéressant parce que justement, c'est au niveau de l'inconscient qu'on peut faire un travail. Moi, quand je fais par exemple une hypnose pour la gestion des émotions, d'abord j'explique comment fonctionnent les émotions, et puis après je demande à l'inconscient d'en faire son affaire, mais en mettant en place toutes les protections. Oui. C'est-à-dire que s'il y a une partie de moi qui, parce qu'elle s'est pris une grosse fessée pour une colère à l'âge de 2 ans, hein, la maltraitance des enfants, elle commence très très tôt. Hein. Et donc, hein, le fameux Terrible 2, un petit 2 ans qui dit non, des fois, il se fait gronder beaucoup trop fort pour le petit non qu'il a exprimé. Et donc, si à ce moment-là, j'ai appris d'une manière quasi instinctive qu'il ne fallait pas que je me mette en colère, je pourrais faire consciemment tous les efforts en disant si, la colère est utile, elle permet de se faire respecter et tout ça. Mon inconscient, il a enregistré que c'était dangereux et que ça me mettait vraiment en danger d'être rejeté, voire plus, quoi. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que l'hypnose est intéressante. On va prévenir l'inconscient que le danger est passé et qu'on peut maintenant exprimer nos colères en toute sécurité. Oui, et si je ne me trompe pas, en 2-3 séances, normalement, c'est réglé. Hein. Oui. Oui, c'est ça. Hein. Oui. Ouais, c'est ultra efficace. Pardon, excuse-moi. Je disais, c'est ultra efficace, l'hypnose. Oui, l'hypnose est ultra efficace et la compréhension. C'est-à-dire, moi, j'associe toujours les deux. C'est-à-dire, je n'aime pas faire des hypnoses sans expliquer ce que je fais avant. Oui. J'explique bien, voilà, ce qui est la mécanique de comment ça marche, et après, on va mettre tout ça en place. Est-ce que ça sous-entend que ça biaise aussi nos relations, en fait, tout simplement, tu vois, les liens, les connexions qu'on entretient avec les gens autour de nous? Alors, bien sûr. Ça peut être tout simplement avec notre femme, notre mari, nos amis, les collègues. Ouais, ça biaise totalement, ouais. Oui, parce que ça m'enlève toute mon authenticité. Si j'ai appris à masquer ma colère de femme derrière des larmes, hein, puisque les femmes n'ont pas trop le droit d'être en colère, si j'ai appris et que je me mets à pleurer dès que je suis en colère, j'envoie un faux message à l'autre aussi. Oui. Mais je peux même devenir très manipulatrice avec ça. Imaginez une secrétaire, dès que son patron lui fait remarquer qu'elle n'a pas bien fait le boulot, elle pleure tout l'après-midi, il arrête de lui faire des réflexions. Oui, forcément. Mais là, voilà. Là, tu parles de manipulation consciente. Non, pas forcément. Non, pas forcément. La manipulation, des fois, c'est un petit peu sur le fil. C'est un peu conscient, mais pas trop. C'est-à-dire que si elle ne sait rien faire d'autre que pleurer, elle ne le fait pas forcément exprès, mais elle a quand même compris que ça marchait. Oui, ok. C'est-à-dire, en fait, son cerveau a compris avec les années que c'est son réflexe, en fait, dès qu'il se passe quelque chose. Donc, ça se fait naturellement, on va dire, pour elle. Voilà. Mais pour autant, oui, il y a une part d'elle qui est consciente quand même que ça marche bien. Ouais. Okay. Voilà, que c'est ce qui marche le mieux. Bah oui, et là, on retrouve l'éducation. C'est-à-dire, si quand petite fille, quand j'exprime une colère, je me fais gronder, mais que quand je pleure, on me console, j'ai vite compris qu'il vaut mieux que j'utilise mes larmes que ma colère. Donc, et c'est très tôt que le mécanisme se met en route. Et après, effectivement, je ne sais plus exprimer aucune colère. Par contre, les larmes, elles viennent toutes seules. Et les larmes, en général, ça marche bien. Donc, j'aurais tort de m'empêcher de pleurer. Ouais, j'avoue. Ouais.
Ce qui veut dire que ça vient de biais aussi, et même ça vient percuter, tu sais, toutes les blessures qu'on peut avoir. C'est Lise Bourbeau, tu sais, qui dit qu'on aurait 5 blessures, normalement un peu tous, quoi, la trahison, etc. Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Alors, ça vient plutôt se complémenter, j'ai envie de dire. Il y a une complémentarité entre les travaux de Lise Bourbeau sur les blessures et le travail sur les émotions. Okay. Parce que, par exemple, la blessure d'humiliation va générer de la honte. Je pense que la blessure de rejet est certainement... je pense que la blessure d'abandon, plutôt, va apporter beaucoup de tristesse, par exemple. Je me demande si la blessure de rejet, justement, je suis en train de me poser la question, quelle émotion elle peut... Est-ce que c'est de la frustration ou de la colère? Je ne sais pas trop. Mais enfin, voilà, chaque blessure doit pouvoir être associée à une émotion particulière. Ouais, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'a priori, si on se fait un petit travail perso, chacun d'introspection, on verra qu'on a tous au moins une blessure, quoi qu'il arrive. Après, il faut voir à quel niveau. Ouais. Voilà. Après, quand vous aurez écouté la conférence aussi, on voit tout de suite quelles sont les émotions qui nous sont accessibles et celles qu'on a refoulées aussi. Ah ouais, okay. On s'en rend vite compte. Hein. Dans mon éducation des émotions, il y a des émotions autorisées, celles-là je les utilise, mais je ne les utilise pas forcément à bon escient. Et les émotions interdites, je m'interdis de les ressentir et je ressens des angoisses à la place. Et donc, du coup, oui, comme tu le dis, tu n'es plus authentique. Alors, ça me fait réagir parce que, tu vois, quand tu as une personne, par exemple, qui se dit justement être authentique, tu vois, toi, tu peux même avoir l'impression en réalité que tu es avec une personne qui est authentique. Mais alors, la question se pose, est-ce qu'elle est vraiment authentique? Voilà. C'est effectivement la question qui se pose, et en particulier pour les gens qui n'ont pas accès à leur colère. Ça donne l'impression qu'ils sont très bienveillants, très accueillants, très sages, très tolérants, etc. Et quelquefois, c'est des gens qui bouillonnent de colère à l'intérieur d'eux, mais qui se croiraient mauvais d'exprimer une colère. Tu veux dire qu'ils ont conscience que ça bouillonne à l'intérieur ou ils n'ont pas conscience? Non, ouais, donc c'est pire. Ouais, okay. Ils n'en ont pas conscience que ça bouillonne à l'intérieur. Mais par contre, du coup, ce dont ils n'ont pas conscience non plus, c'est de l'effroyable énergie qu'on utilise pour refouler une émotion. C'est tenir une émotion à l'écart et ne jamais la ressentir, ne jamais s'autoriser à être triste ou être en colère ou nier ses peurs, etc. Ça bouffe une énergie. Donc, tu vas avoir en face de toi une personne qui paraît calme, qui paraît bienveillante, etc. Et elle n'a même pas conscience de ce qu'elle bouillonne de colère. Alors, quelquefois, c'est affleurant. C'est-à-dire, à un moment donné, elle va avoir juste 30 secondes d'agacement. Et là, on va sentir toute l'énergie qui est bloquée derrière, et tout de suite derrière, ouf, elle se reprend, elle dit, excuse-moi, je t'ai parlé sur un ton. Des fois, c'est même drôle. Hein. Une de mes clientes qui me disait, oh là là, en ce moment, qu'est-ce que je suis agressive? Alors, je dis, agressive comment? Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi un exemple. Elle me dit, l'autre jour à la cantine, j'étais à côté d'une collègue qui n'arrêtait pas de se plaindre. Et je lui ai dit, ah, mais il n'y a pas que vous qui avez des problèmes. Ouh là là, et c'est ça votre agressivité? Oui, c'est ça mon agressivité. Ça va encore. Alors, voilà, et elle se croyait agressive parce qu'elle avait un peu recadré quelqu'un qui lui bouffait son énergie en se plaignant. Donc, ok. Voilà, donc là, on se dit, ouh là là, on a encore du chemin à faire avant qu'elle ait récupéré sa pleine et entière colère et le droit de poser ses limites et de ne plus se laisser voler son énergie. Donc, ce que tu veux dire, si je lis de manière un peu en filigrane, ça veut dire que toutes les émotions sont bonnes et sont justes. Oui. Et donc, ça veut dire qu'il faut toutes les vivre. C'est-à-dire, si à un moment donné, parce que là, tu parles de la colère, si à un moment donné, tu ressens, je sais pas, comme de la colère, il faut que tu la laisses exprimer. Il faut que tu entendes le message qu'elle véhicule. Okay. Si tu ressens de la colère, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de te piétiner les plates-bandes. Oui, quelque part. Ouais, okay. Voilà. Donc, quelle plate-bande et comment et qui est en train de me piétiner les plates-bandes? C'est-à-dire que la colère, elle a pour fonction de chasser les intrus et de me faire respecter sur mon territoire physique et psychologique. Ok. D'accord ? Donc, il y a un moment donné, si je me mets jamais en colère, ne peut imposer le respect à personne et mon territoire risque d'être complètement envahi. Ok. Voilà. Et alors après, ce qu'il faut, c'est où je suis en colère,
quoi, comment est en train de me piétiner les plates-bandes. Et une fois qu'on a identifié, plus tôt on répond à son émotion, plus c'est facile de le faire calmement. Et oui. Oui, c'est ça, parce que l'idée, c'est Voilà. ce que je veux dire, c'est la colère ne dit pas forcément qu'il faut que tu t'énerves. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que plus tôt je sens… En fait, une colère bien gérée, elle est bien gérée si elle est identifiée dès les premiers frémissements d'agacement. Tu commences à me courir sur le haricot et j'ai encore le temps de dire ouf, on arrête là, quoi. Si j'attends que la colère m'est submergée, effectivement, je vais avoir une colère qui sera complètement disproportionnée. Et dans ce cas-là, ça me confirme que la colère, elle n'est pas bonne, puisque je l'ai entendue trop tard. Oui, parce qu'on en revient au titre de ta conférence. Et donc, du coup, l'idéal, c'est de la gérer, justement. Voilà. Là, on parle de la colère avant qu'elle explose, quoi. Oui. Voilà. Et donc, quand tu vois que le trajet qu'on a fait, quand tu dis 80% des gens n'ont même pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur, commencer à être capable d'entendre les premiers frémissements, ma colère dès les premiers frémissements d'agacement, le chemin que j'aurais parcouru, le jour où je serais capable de dire où ça commence à m'agacer, qu'est-ce qui se passe? Et oui, tu m'étonnes. Ouais. Bah, rien que ça, je pense que ça changerait déjà beaucoup de choses dans les relations interpersonnelles. On pourrait se poser des limites d'une manière beaucoup plus harmonieuse. Bah oui. Voilà. Au lieu de se hurler dessus, tu me casses les pieds, j'en peux plus, mais dégage, etc. On pourrait dire, excuse-moi, là, je pense qu'il va falloir qu'on pose un peu des limites parce que… C'est ça. Là, je sens que ça monte. J'ai une question de Rousseau-Aurélie, je vais la lire en direct. Alors, des mots méchants d'une personne qui déclenche des larmes de tristesse puis colère, qui laisse place à des angoisses. Comment gérer cela? Alors, déjà, j'entends des mots méchants d'une personne. Donc, les personnes qui prononcent des mots méchants, déjà, il faut se demander pourquoi on les fréquente. Okay. La méchanceté est un vrai problème sur Terre. La méchanceté est un vrai problème. Hein. Voilà. Donc, une personne méchante, effectivement, elle est méchante, donc elle fait du mal. Donc, qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir de me faire du mal? Alors, une des façons de gérer les émotions, par exemple, c'est quelqu'un qui est en train de me dire quelque chose de méchant, c'est, sentant que c'est méchant et que ça me blesse, de lui dire aussitôt, c'est méchant ce que tu dis là. Ouais, encore faut-il pouvoir réagir sur le moment. Des fois, c'est pas évident. Voilà. Mais c'est ça, c'est-à-dire une personne qui est vraiment en train de nous dire un truc de méchant, mais lui dire comme un constat, comme on dirait, tiens, il pleut, de dire, voilà, ce que tu es en train de dire est méchant. Oui, mais c'est vrai, oui, peut-être que c'est vrai, n'empêche que c'est méchant, ça me blesse. Et à partir du moment où on a posé ça, on a une information sur l'autre, c'est-à-dire que moi, je pose ça, hein, je dis, mais c'est méchant ce que tu dis, ça me blesse. La personne en face, elle peut avoir deux réactions. La première, c'est de dire, oh pardon, ma Christelle, je voulais pas te faire de mal, je suis désolée, je me suis emportée. En fait, je voulais te rendre service en te disant ça, mais je pensais pas que ça te blesserait. Voilà, on s'explique. Soit je suis avec une vraie personne méchante, elle va dire, ouais, c'est peut-être méchant, mais c'est vrai, et elle m'en rajouter une deuxième couche. Donc là aussi, quand je me suis positionnée, j'ai des informations sur l'autre en face que si je dis rien, il se rend peut-être même pas compte qu'il est en train de me blesser. Oui, c'est sûr. Ouais. Alors, elle nous précise, Aurélie, que là, en l'occurrence, c'est un collègue. Donc, le collègue, il faut le recadrer. Hein. Il faut pas se laisser maltraiter par des collègues. C'est hors de question. Donc, là, il faut. Moi, je trouve que l'authenticité la plus facile à mettre en œuvre, c'est de nommer ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, tu peux développer? Ben justement, de dire là, ces paroles-là sont méchantes. Ok. Voilà. Sinon, une autre façon de les piéger, c'est de les regarder calmement et de dire où veux-tu en venir? Ouais. Ça aussi, ça coupe court. Hein. Par exemple, un qui a remarqué que j'étais un peu susceptible sur mon poids et qui commence à me dire, oh, dis donc, t'as pas un peu grossi, Christelle? C'est méchant, on est d'accord. Méchant. Hein. Donc, c'est soit je peux lui dire, tu sais que je suis susceptible avec mon poids, ça me blesse ce que tu dis là. Donc, dans ce cas, s'il continue, c'est qu'il veut me blesser. Soit je peux lui dire, pourquoi est-ce que tu me parles de mon poids? Oui. Pourquoi? T'es nutritionniste, t'es mon médecin, pourquoi tu me parles? J'avoue. Et ça confronte l'autre voilà. Parce que les gens méchants, en général, ils sont très sournois et tout est insidieux. Et donc, quand on les confronte, comme c'est des lâches,
ils n'assument pas. Donc, s'ils savent qu'à chaque fois qu'ils vont être méchants, ils vont être confrontés, ils iront être méchants avec quelqu'un d'autre. Ouais, j'avoue. Ouais. Le temps passe super vite, Christelle, 28 minutes déjà. Je me dis, j'ai tellement de questions à te poser parce que ça me fait penser, tu sais, aux pervers narcissiques. Parce que, tu vois, tu peux tomber, en fait. D'ailleurs, en plus, c'est un peu à la mode. On a l'impression, là, ces dernières années, on entend beaucoup parler, je trouve, de pervers narcissiques. Mais ça me fait penser à ça. Comment tu fais face à un pervers narcissique? C'est super compliqué. Alors, j'ai écrit 5 livres sur la manipulation mentale. Magnifique. Ouais. J'ai commencé par échapper aux manipulateurs. Après, j'ai échappé aux manipulateurs. Les solutions existent. Après, j'ai écrit divorcer d'un manipulateur, un emploi à plein temps. Ensuite, j'ai écrit enfants de manipulateurs, comment les protéger. Et j'ai fini par écrire pourquoi trop penser rend manipulable, puisque les manipulateurs choisissent en général les hypersensibles comme proie principale. Donc, je connais très, très bien la manipulation mentale. C'est une de mes expertises vraiment. Et non, c'est pas une mode, Julien, c'est pas une mode du tout. C'est, je dirais, on est en train de découvrir qu'il y a un iceberg sous l'eau, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème de perversion et qui, à mon avis, est beaucoup plus répandu dans notre société que ce qu'on pourrait en penser. Sauf que autrefois, avec des codes sociaux très serrés, c'est-à-dire qu'avant, il y a des codes de politesse dont personne ne s'affranchissait, alors qu'aujourd'hui, les gens s'affranchissent de plus en plus de la politesse. Donc, ça, quelque part, avant, les pervers narcissiques étaient quand même, je dirais, un petit peu encadrés dans les codes de politesse, qui fait que si c'était montré impoli, ça serait vraiment mal passé. Aujourd'hui, c'est open bar. Donc, ils ont le champ libre pour beaucoup de choses. Et on est quand même dans une société qui favorise les forts et qui méprise les faibles. Et ça fait le jeu des pervers narcissiques. Et j'espère que en revendiquant nos valeurs de bienveillance, de gentillesse, de positivité, voilà, tout ce qui fait qu'on sera des pays heureux. Il y a le Bhoutan déjà qui revendique avoir un observatoire. Plus on autorisera la gentillesse, la bienveillance dans nos sociétés, au lieu de considérer que c'est la loi du plus fort, plus on aura des chances d'aller justement vers le bonheur que nous prônons et que nous espérons, nous appelons de nos voeux, et moins les pervers narcissiques auront l'espace de nuire, puisque c'est des gens qui sont allergiques aux liens humains, à la chaleur humaine, à la joie de vivre, à l'humour. Donc, plus on s'autorisera à être heureux, finalement, plus on les fera fuir. Et oui, c'est vrai qu'il y a peu de chances qu'ils se retrouvent au congrès. C'est quoi le bonheur pour vous? Voilà. J'ai un gros doute. Donc, je rappelle que Christelle, tu donnes une conférence au congrès C'est quoi le bonheur pour vous? Ce sera le 13 juillet précisément, ta conférence, le dimanche matin. On a hâte de t'écouter. Moi, je t'ai déjà écouté, mais sur un autre sujet, c'était l'hypersensibilité. Et d'ailleurs, tiens, je voulais te le dire, parce que je crois que je te l'ai pas dit quand on était à l'hôtel, mais tu sais que c'est notamment à travers ta conférence que j'ai compris que j'étais hypersensible. Ah bah très bien. Ah bah il était temps. Il était temps, ouais, c'est ça. Ouais. Alors que tout le monde autour de moi, quand je leur en parle, ils disent bah oui, Julien, t'es hypersensible. Mais tu vois, c'est vraiment en t'écoutant que j'ai eu plein de déclics et je me suis dit bah mince, en fait, elle est en train de me décrire quoi dans sa conférence. Donc merci pour ça. C'est un plaisir parce que c'est comme pour les émotions, quand on est hypersensible, autant le savoir et en faire bon usage. C'était l'idée de la conférence d'Aix-les-Bains. Tout à fait. Faire bon usage de son hypersensibilité. Puis tu as eu une magnifique standing ovation. C'était beau à voir. Ouais, c'était magnifique. Disons, oui, j'ai été comblée à Aix-les-Bains. Qu'est-ce que le public a été accueillant. Waouh. Ouais, c'était top. Faut dire que ton style et ta façon de donner ta conférence est vraiment top. Franchement, ça sort un peu des clous, je trouve, tu sais, des autres conférenciers qu'on peut entendre. Et je suis pas étonné. Je suis pas étonné que tu aies une standing ovation. Moi, je revendique juste d'être simple, concrète et d'être une bonne vulgarisatrice. C'est vraiment ce que je revendique, d'être une bonne vulgarisatrice, de mettre ce que je sais à la portée de toute personne, même ceux qui n'ont jamais fait de développement personnel. Oui, c'est le cas, effectivement, ouais, ça fonctionne bien. Donc, je rappelle que tu as écrit, donc c'est combien? 25 livres, non? C'est ça? 20 livres. 20 livres, ok, bon, j'ai un peu d'avance. Tu vas forcément écrire 25 à un moment donné. C'est possible. C'est possible, hein. Et si on veut justement trouver tes livres, c'est hyper simple, j'imagine, on tape Christelle Petit-Colin dans un moteur de recherche. Oui, ils sont comme on dit, dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Il n'y a pas de problème. Et si les gens veulent te consulter, on fait comment? Alors, toutes les infos sont sur mon site internet,
.christellepetitcolin.com. Ok. Là aussi, super. sur un tape Christelle Petit-Colin dans un moteur de recherche, on doit assez facilement tomber sur mon site. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Christelle. Merci pour cette Merci, et puis au plaisir de se voir au mois de juillet. Alors. Ouais, j'ai hâte. Passe une belle soirée. Merci, à bientôt. À bientôt. Ciao. Et voilà, les amis, c'était Christelle Petit-Colin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Une petite demi-heure pour vous teaser justement le congrès C'est quoi le bonheur pour vous, où Christelle va donner une conférence. Et ouais, comme je le disais il y a 2 minutes, c'est vraiment son style est très puissant, très impactant, très simple. Et c'était beau à voir, cette standing ovation à Aix-les-Bains. Moi, j'ai été passé d'ailleurs, je crois, juste avant elle. Enfin bref, voilà, ça va être très sympa, très puissant. Merci à Christelle de participer au congrès. Si vous voulez venir, c'est très simple. Vous tapez congrès, c'est quoi le bonheur pour vous dans un moteur de recherche et vous tomberez sur le site internet. Il reste, je crois, 130 places ou 140 places sur 500. Donc, ne tardez pas trop si vous voulez être parmi nous. Ça va être un chouette week-end. On est juste en face de la plage. En plus, on peut aller se baigner pendant les pauses. Et à la fin du congrès, j'aime bien clôturer le congrès et faire en sorte qu'on aille tous se baigner. Donc, j'espère qu'on sera plus de 600 à l'eau dimanche en fin de journée. Je vous souhaite une belle soirée là où vous êtes et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.